Dans cette vidéo, je vais te parler des 6 choses importantes qui ont fait décoller mon école de langue en ligne début 2019. Je vais te parler de comment j'ai réussi à me lancer en tant que prof indépendante, mais aussi à en vivre, parce qu'une chose c'est se lancer et une autre chose c'est réussir à en vivre. Je vais te partager un petit peu les choses importantes de mon parcours et on va faire une petite rétrospective de ce qu'il s'est passé depuis 2019, depuis début 2019 quand j'ai décidé de devenir professeure indépendante. Donc fin 2018, je rentre en Europe, après 3 ans et demi à peu près de vie au Japon, pendant lesquels j'avais enseigné le français et l'anglais et un petit peu l'espagnol aussi, dans une école internationale ici à Osaka. Je dis ici parce que je suis revenue maintenant. Oui, ma vie est une aventure. Et donc je reviens fin 2018, je suis épuisée parce que malheureusement je vis un burn-out professionnel qui est très compliqué à gérer, donc je rentre vraiment très fatiguée et avec zéro envie de travailler. Donc je me prends quelques temps de manière à me reconstruire un petit peu, mais aussi à profiter un petit peu du quotidien, de ma famille, de mes amis, etc. Je rentre en France, mais avec la certitude de revenir à Barcelone, parce que j'avais déjà vécu à Barcelone avant de partir au Japon pendant à peu près 8-9 ans, quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'était très clair que j'allais rentrer à Barcelone. Je voulais juste me ressourcer un petit peu chez moi à Toulouse avec les miens et prendre une petite pause. J'avais aussi la certitude que... pas la certitude, mais j'avais dans l'idée que j'avais envie de monter mon propre business parce que je n'avais pas forcément envie... En fait, j'avais cette peur de revivre un burn-out. Les personnes qui ont vécu un burn-out, un vrai, je ne pèse pas mes mots ici, je ne vais pas utiliser le mot burn-out si ça n'avait pas été un vrai burn-out. Ça a vraiment été une période très particulière et très difficile pour moi. Quand on vit ce genre d'événements traumatisants, en fait, on a vraiment de grandes difficultés à se réimaginer en fait en tant que salarié dans une structure. Donc moi, c'était mon cas, j'avais vraiment du mal à m'imaginer et l'option du coup me lancer à mon compte était très présente dans ma tête. J'ai attendu, je crois que c'était janvier 2019 pour repartir vivre à Barcelone, donc je me suis réinstallée à Barcelone et c'est là où j'ai pris les devants, où j'ai commencé un petit peu à regarder des offres d'emploi. Ça ne m'allait pas et je me suis dit écoute, coûte que coûte, tu vas tenter ce qui te fait envie, quoi. Tu vas essayer de te lancer à ton compte parce que c'est quelque chose qui te fait envie et c'est quelque chose que si tu as envie de le faire et si tu es déterminé, ça va forcément fonctionner. J'ai toujours eu moi ce genre de manière de penser où finalement je suis quelqu'un de très déterminé, je suis quelqu'un qui sait où elle va. Et quand j'ai quelque chose en tête, généralement, je l'atteins, j'y arrive. Et ça a été ça en fait pour beaucoup de choses dans ma vie. Et donc j'ai décidé de me lancer à mon compte en voyant que que la plupart des offres d'emploi ne me convenaient pas. J'allais à des entretiens, mais c'était absolument pas ce qui me convenait. Donc du coup, je me suis lancée à mon compte. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'ai tâtonné un petit peu le terrain parce que j'avais pas forcément de mentor, de personnes qui pouvaient m'expliquer comment faire. Je rappelle que c'était tout début 2019, donc il n'y a pas encore eu la pandémie mondiale qu'on a vécue un an après. On n'a pas forcément trop l'habitude d'enseigner en ligne, etc. Mais moi, j'avais vraiment la certitude et l'envie d'enseigner en ligne depuis chez moi. J'avais vraiment ce rêve-là où je me disais, en fait, quitte à vivre de ma passion, je veux vraiment le faire de manière profonde et de manière avec beaucoup de joie, quoi. Donc moi, je me voyais devenir professeure en ligne, professeure indépendante et qui plus est de travailler depuis chez moi avec des élèves du monde entier. Aujourd'hui, je vais te parler des 6 choses qui ont fait exploser mon école de langue en ligne dans le bon terme, effectivement. La première chose, ça va être créer du lien via un réseau social. Dans mon cas, j'ai créé du lien avec des personnes qui me suivaient via YouTube. J'utilisais pas de réseaux sociaux à l'époque, j'utilisais pas Instagram, j'utilisais pas LinkedIn, j'utilisais pas Facebook, enfin vraiment pour ma vie personnelle bien évidemment, mais pas du tout pour cet aspect professionnel. J'avais en fait une chaîne YouTube à ce moment-là qui n'était pas du tout ciblée apprenant de langue, cours de langue, etc. mais qui était ciblée à la base sur ma vie au Japon. Donc quand j'étais ici au Japon pour la première fois pendant 3 ans, je faisais des vidéos dans lesquelles j'expliquais, je partageais en fait un petit peu ma vie nippone. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai toujours moi été sur internet. On est en 2014, on est en 2024 maintenant et je crois que je me suis lancée sur YouTube à la base, mais à la toute base, genre en 2010, où je faisais, attention, j'ai très honte de le dire, mais je vais le dire quand même, où je faisais des tutoriels maquillage, voilà. Alors je faisais partie aussi des premières personnes à se lancer. Ne cherchez pas, de toute façon, toutes les vidéos ne sont plus
ne sont plus disponibles sur YouTube, mais c'est pour vous dire que ça fait très longtemps que je connais YouTube, ça fait très longtemps que je connais le monde internet, ça fait très longtemps que je me montre, que je suis visible sur internet, donc je sais très bien comment faire. Et du coup, quand je suis arrivée au Japon en 2015, je me suis pas du tout posé la question et je me suis dit, bah tu vas ouvrir une chaîne YouTube comme tu l'as toujours fait et tu vas partager ton quotidien de française au Japon. Donc, quand je suis rentrée à Barcelone début 2019, j'avais encore cette chaîne, je me posais encore des questions, je me disais qu'est-ce que je vais faire avec cette chaîne, parce que j'ai encore envie, j'ai toujours envie de partager des choses du Japon, mais je ne suis plus sur place. Donc j'en ai quand même profité, j'ai vu l'opportunité là et j'en ai quand même profité pour promouvoir un petit peu, j'ai réfléchi à un peu comment faire et j'ai quand même profité de l'opportunité qui était devant moi pour promouvoir mes cours de langue en ligne. Donc ma chaîne sur les vidéos au Japon, c'était une chaîne qui avait pas mal d'audience. C'est d'ailleurs la chaîne sur laquelle vous êtes aujourd'hui parce que je l'ai renommée du coup et j'ai profité du fait d'avoir ouvert cette chaîne pour du coup la réutiliser maintenant avec un public différent forcément. Mais du coup je savais pas à ce moment-là quel type d'élève j'avais envie de cibler. Je savais pas du tout en fait qu'est-ce que j'allais proposer comme cours, etc. Mais j'avais juste envie de créer du lien avec les personnes et de promouvoir mes cours en ligne. Donc j'ai pris la liberté de promouvoir un petit peu mes cours de plus en plus sur mes vidéos. Je parlais de moins en moins du Japon et je parlais de plus en plus forcément de mon quotidien à Barcelone, quelquefois je faisais des vidéos un petit peu sur le fait d'être professeure indépendante à Barcelone, etc. Mais j'ai profité du truc en fait pour promouvoir mes cours et je pense que ça a été le plus gros plus en fait ici, c'est pour ça que je l'inclus dans cette vidéo, c'est que j'ai su créer du lien avec mes abonnés. Ils ont toujours eu l'impression de me connaître et on me l'a souvent souligné en fait. Charlène, on a l'impression de te connaître, on a l'impression de savoir qui tu es. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'ai commencé à promouvoir ces cours-là, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'hésitation de la part de ces personnes parce qu'elles me connaissaient déjà, parce qu'elles avaient déjà cette confiance en moi. Et donc je pense que ça a été un point en ma faveur, ça a été le fait d'avoir créé déjà cette communauté en amont pour pouvoir la réutiliser entre guillemets et leur proposer un service différent. En plus, c'est toujours bénef, hein. Ma cible était intéressée par le Japon, moi je revenais à peine du Japon, donc effectivement j'avais quand même un intérêt pour le pays, donc c'était toujours un point positif en plus. Quand on était en cours, je proposais des choses sur le Japon, on pouvait parler du Japon, etc. C'était très très chouette. Pour résumer un petit peu ce premier point, je pense que j'y suis arrivée grâce à ma personnalité, j'y suis arrivée aussi grâce au fait que je montre en fait la réalité, que je n'essaye pas de jouer un rôle ou quoi. Et la chose à faire dans ce cas-là, si toi aussi tu as envie de créer une communauté, ce serait de ne pas trop attendre et d'utiliser un réseau social qui te plaît mais qui correspond aussi à ta cible et commencer à créer dès aujourd'hui du lien avec ces personnes-là et à commencer à montrer en fait un petit peu ta personnalité parce que tu le sais, mais sans émotion il n'y a pas d'achat, donc sans émotion tu n'auras pas d'inscription de nouveaux élèves et tu dois te montrer tel que tu es pour que les personnes puissent avoir confiance en toi. Donc premier point, créer du lien via YouTube, je pense que ça a été une des choses les plus importantes en tout cas qui m'ont aidé au tout début en tout cas à propulser mes cours en ligne. La deuxième chose aussi qui a été très très sage de ma part, ça a été d'avoir la jugeote de savoir envoyer des newsletters afin de promouvoir mes ateliers de conversation et mes groupes hebdomadaires. J'en parle aussi beaucoup dans mes vidéos parcours pour t'expliquer un petit peu comment j'ai réussi de passer du cours particulier au cours en groupe, etc. Tu pourras aller voir, je te mettrai quelques petits contenus en description si tu veux aller entendre ou voir en tout cas mon parcours. Donc comme je n'avais pas de réseau social à la base à cette époque-là et que je n'utilisais que YouTube du coup pour promouvoir mes cours, j'ai privilégié les emails sans savoir finalement que ça allait devenir ma façon préférée de vendre mes cours. Et encore aujourd'hui, c'est ma façon préférée de promouvoir mes services. J'ai recruté du coup tous mes élèves pour mes cours en groupe et mes ateliers de conversation grâce à ma stratégie email. Donc ça vraiment c'est quelque chose que je crois que je le répète mais à longueur de journée aux profs, genre envoyez des emails, ne restez pas sur un réseau social seulement parce que vous avez la flemme d'envoyer des emails ou seulement parce que vous ne savez pas comment faire. Moi je peux vous assurer qu'en 2019 je ne savais absolument pas comment faire, je ne savais absolument pas quoi mettre dans mes emails, mais en fait je me suis lancée, on en revient toujours au début, hein. J'ai une personnalité qui est
très fonceuse, très déterminée et je me suis dit moi je vais tenter quoi. Donc grâce à ma stratégie email, j'ai recruté beaucoup de personnes et j'ai créé du coup un site début 2020, ce qui m'a permis aussi d'avoir une visibilité sur internet et de pouvoir un petit peu annoncer tout ce que j'avais envie de faire tous les mois grâce à mon école de langue. Les prospects du coup, les futurs élèves s'inscrivaient à ma newsletter, ils recevaient 2 fois par mois un email avec les ateliers à venir, avec un bouton pour s'inscrire et un autre bouton pour me contacter en cas de doute, en cas de question, etc. Du coup le système c'est que je faisais 2 ateliers par mois, en général le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus, en fin de journée et j'essayais toujours de trouver des sujets intéressants pour forcément avoir beaucoup d'inscriptions. Ce que je faisais, c'est que je communiquais sur les ateliers par email du coup 7-8 jours avant les inscriptions et je proposais un tarif préférentiel pour les premiers inscrits. J'essayais toujours de mettre un peu d'urgence et de mettre du coup le plus d'arguments possible pour avoir des inscriptions. Je connaissais pas du tout le marketing, je connaissais pas du tout ces techniques-là, mais à croire que j'avais déjà ça dans le sang, c'est incroyable. Ça marchait super bien, mes ateliers étaient toujours très très pleins, j'avais toujours entre 4 et 5 personnes parce que j'acceptais en fait 5 personnes max et c'est quelque chose que j'ai continué pendant des années et j'ai toujours aimé en fait ce système là d'atelier de conversation. Tu payes, tu viens, t'as pas envie de venir la fois prochaine, tu ne viens pas. C'était un peu un système de pay as you go quoi. Aussi la chose que je faisais par email, c'est que avant chaque début de trimestre, je faisais un petit peu la même chose mais pour mes groupes trimestriels, donc pour mes groupes hebdomadaires. J'ai encore des groupes où en fait on se retrouve une fois par semaine pendant 1h30. Bon, c'est plus moi qui enseigne, c'est les personnes à qui je délègue, les profs à qui je délègue. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a une classe par semaine d'1h30 et c'est de cette façon-là, en fait, qu'on peut avoir des cours, des groupes annuels. Donc, avant chaque début de trimestre, je gérais les inscriptions et les réinscriptions, du coup, de cette manière par email et j'avais trouvé vraiment ma méthode. Donc, c'est important de le faire toi aussi à ton tour, d'envoyer des emails le plus tôt possible parce que les emails, on le sait, c'est la façon la plus efficace pour vendre. Ne perds pas ton temps à essayer de vendre constamment sur les réseaux. Vraiment, si tu aimes les réseaux sociaux, let's go, vas-y, mais essaye toujours d'avoir cette stratégie de réseaux sociaux plus email parce que tu verras que c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider. La troisième chose qui m'a fait beaucoup avancer aussi, c'est le fait de ne pas perdre de vue mes objectifs, rester focus. Quoi qu'il arrive, même dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles. Tu le sais, travailler à son compte, c'est jamais tout rose. Il y a des moments où littéralement on se sent Superman et d'autres moments où on a la sensation que tout part en vrille. Et je le vis encore aujourd'hui après 5 ans à mon compte, donc c'est pour te dire. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est normal, c'est plutôt sain finalement de vivre ça parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La seule chose finalement dont on est certain, c'est le changement, c'est les vagues, les hauts et les bas, c'est normal, ça va forcément se passer. Et j'aime beaucoup l'expression que le plus important finalement, c'est de savoir danser sous la pluie, savoir danser quand rien ne va. Et quand il pleut très très fort, c'est pas facile, je peux te l'assurer. En tout cas, moi, ce qui m'a aidé depuis mon début dans cette aventure, c'est de ne pas perdre de vue mes objectifs. Tu le sais, encore une fois, je le répète, mais j'ai cette personnalité-là, donc je pense que aussi ça m'a carrément aidé. Mais aussi, j'ai depuis le départ un fort besoin de liberté. Ça fait vraiment partie de mes valeurs, vraiment les top valeurs, quoi, on peut dire ça comme ça. Liberté et indépendance, c'est pour moi les deux mots qui me définissent vraiment à 100%. Et c'est ça en fait qui me booste et qui a boosté mon entreprise au quotidien. Et même aujourd'hui, tu me dirais, je te donne 10 000 euros par mois et tu reviens salarié dans une entreprise. Et je te dis, mais en fait, non, pas du tout, j'ai absolument pas envie. J'adore la liberté que j'ai aujourd'hui. J'adore cette indépendance que j'ai aujourd'hui, j'adore ce pouvoir de décision que j'ai aujourd'hui. Je sais que c'est un luxe, mais c'est moi qui l'ai construit et moi seule. Et je souhaite vraiment à tous les profs qui ont cette valeur très ancrée comme la mienne, de pouvoir y arriver parce que c'est quelque chose qui rend extrêmement heureux. Du coup, je suis certaine que tu t'es déjà dit, un jour je deviendrai prof indépendante, un jour. Je n'ai pas le temps de développer mon activité, donc un jour j'y arriverai peut-être. Je m'éparpille dans tous les sens, je ne sais absolument pas par où commencer, je suis pas du tout structurée, ou alors je me sens pas capable, ça c'est une phrase aussi qu'on entend très souvent. Et la pire, je pense, c'est ça ne fonctionnera jamais parce qu'on me dit que vivre de ces cours en ligne c'est précaire et ce n'est absolument pas possible. Envoyez-lui ma vidéo. Toutes ces phrases, c'est des croyances, c'est des fausses croyances, c'est une petite voix dans nos têtes qui nous dit que c'est pas le bon moment, c'est la petite voix en fait qui nous
qui nous encourage à être un petit peu dans la survie, mais c'est pas du tout nous finalement, c'est pas du tout vrai finalement ce genre de croyance qu'on a là. C'est presque dangereux parce que en fait si on écoute toutes ces phrases là, en fait on n'y arrivera jamais et on fera jamais le premier pas. Moi aussi ça a été quelque chose de risqué quand je me suis lancée début 2019 parce que j'avais pas de travail, je venais du Japon, j'avais même pas de maison, j'étais en colocation, j'avais un petit peu d'argent de côté mais pas des masses non plus, je devais avoir genre 3000 €, quelque chose comme ça, donc c'est pas beaucoup quand on vit quand même en Europe, mais je me suis dit let's go, enfin je veux dire j'ai rien à perdre quoi, donc let's go. Pour moi, entreprendre, c'est un apprentissage essai-erreur. Je fais toujours des erreurs aujourd'hui. Et en fait, faire des erreurs, pour moi, ça m'apprend. Ça me dit, ok, ce que tu as décidé là, c'était pas forcément fait pour toi. Donc, ciao. Donc, ne le refais plus, n'y repense plus finalement. Oser faire chaque jour un petit pas vers un objectif, un projet. Et du coup, la phrase pour moi clé, et j'aimerais bien que tu t'en souviennes et pourquoi pas tu la mettes sur un post-it, c'est « mieux vaut fait que parfait ». Parce que finalement, je me rends compte que les profs ont souvent ce syndrome-là du perfectionnisme et tous les profs veulent chaque fois que tout soit parfait, que tout soit irréprochable, etc. Alors que c'est pas possible. Et quand on se lance au début, quand on est dans une aventure comme ça, entrepreneuriale, au début, c'est jamais parfait et c'est encore jamais parfait, moi, même après 5 ans à mon compte. Et en fait, j'ai décidé et j'ai accepté que ça ne serait jamais parfait parce que c'est pas la réalité. On est des humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Le 4e point, je pense, qui a aussi fait que ça a marché pour moi, c'est le fait de savoir fidéliser mes élèves. Toujours faire attention aussi à la qualité de mes cours et ne pas faire ça juste pour empocher du pognon et puis ciao, pas du tout. Ok, t'as des nouveaux élèves dans ton école, super, t'as réussi à avoir plein d'inscriptions, etc. Mais maintenant, il va falloir que tu les fidélises et que tu les empêches de s'en aller parce que tu le sais que la concurrence, elle est assez rude et finalement, les fidéliser et les empêcher de partir, c'est encore un autre travail. Pour moi, la chose importante, évidemment, c'est de délivrer en premier des cours de qualité, ça c'est certain, mais normalement ça tu sais le faire puisque tu es enseignant. Au-delà d'être professeur, pour moi, tu es aussi un auto-entrepreneur, donc tu es aussi un gérant d'une entreprise, et tu le sais parce que sans client, il n'y a pas d'entreprise, sans marché, il n'y a pas d'entreprise. Donc c'est à toi un petit peu de chouchouter tes élèves plus pour qu'ils restent à tes côtés le plus souvent possible, mais également qu'ils parlent de toi, parce que le bouche à oreille, tu le sais, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Finalement, fidéliser ses élèves, c'est pas simplement, ou c'est pas du tout pour moi, leur offrir un cours gratuit de temps en temps pour les remercier. Pour moi, ça c'est niette. C'est clair que je n'ai jamais offert de cours gratuits à mes élèves, ou peut-être au tout début, je me souviens pas, mais c'est quelque chose franchement qui m'a toujours rebuté et je me suis toujours posé la question, en fait, pourquoi est-ce que je devrais travailler gratuit ? Enfin, je veux dire, les psys, ils font pas ça et c'est des professions libérales comme les nôtres. Donc, je ne suis absolument pas d'accord dans le fait de offrir un cours parce que tu offres ton temps finalement et pour moi, c'est non. Sincèrement, je vais le dire haut et fort, mais les packs 10 cours achetés pour un cours gratuit, vraiment là, faut arrêter. En 2024, faut arrêter. Ça ne fait finalement qu'accentuer la précarité du prof en ligne et c'est pour ça après qu'on lit tellement de contenu où on voit que l'enseignement en ligne c'est précaire, l'enseignement en ligne c'est pas possible et on est tous en train de manger des coquillettes à la fin du mois. Donc arrête de vouloir offrir du temps à tes élèves, arrête de vouloir offrir des cours à tes élèves, tu peux tout à fait fidéliser tes élèves d'une autre façon. J'aime beaucoup dire aux profs que j'accompagne de compter un petit peu l'argent finalement qu'ils perdent à trop vouloir offrir de choses, à trop vouloir mettre des tarifs trop bas, etc. Et je peux vous assurer que quand les profs comptent à l'année combien ils ont perdu ou combien ils sont censés perdre, ça leur fait vraiment froid dans le dos et je peux vous assurer qu'ils arrêtent mais net. Donc les choses à faire un petit peu au-delà d'offrir un cours pour fidéliser tes élèves, ça va être de déjà lambda, mais bon voilà, être toujours à leur écoute, leur demander du feedback honnête pour s'améliorer de jour en jour, vraiment dans le but de comprendre en fait ce qui les motive avec toi, mais aussi de pouvoir améliorer tes services. La deuxième chose, c'est pourquoi pas se souvenir de leurs anniversaires, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et pourquoi pas du coup leur envoyer un petit mot d'anniversaire, même si c'est juste un message, ça fait toujours plaisir. La troisième chose aussi que moi j'aime beaucoup faire, c'est se souvenir d'eux quand tu pars en vacances en été. Alors oui, tu vas me dire, oui non mais moi je déconnecte, oui ok, mais c'est aussi intéressant de pourquoi pas leur offrir, leur envoyer une petite carte
carte postale dans la langue que tu enseignes depuis le pays dans lequel tu es. Si c'est des élèves par exemple de longue date, tu peux essayer de choisir les meilleurs élèves, les élèves les plus fidèles et leur envoyer pourquoi pas une carte postale du pays dans lequel tu es. Si tu enseignes le français, du coup, en écrivant en français. Je trouve que c'est une petite attention et ça ne fait de mal à personne. Une autre chose que moi je faisais beaucoup, c'est organiser 1 ou 2 pauses café, apéro en ligne, quelque chose comme ça, dans l'année, avec l'ensemble de mes élèves, pour créer en fait un lien un petit peu hors cours, pour créer un lien humain, et me connaître, mais aussi se connaître entre eux hors cours finalement. Donc c'est une ambiance beaucoup plus détente, beaucoup plus chill, et j'ai beaucoup aimé en fait organiser ce genre d'apéro en ligne, et mes élèves aussi me remercient toujours de le faire. Et la dernière chose aussi, ça peut être une idée, mais franchement la liste n'est pas du tout exhaustive, ce serait de mettre en place un programme ambassadeur pour favoriser du coup le bouche à oreille, et du coup pour remercier tes élèves qui te recommandent, qui parlent de toi, etc. La 5e chose qui a fait que mon entreprise a décollé, ça a été des collaborations. Faire des collaborations, sortir un petit peu de son nid. Je sais que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de profs en fait qui ont un petit peu de mal avec ça et qui restent un petit peu dans leur grotte par peur mais aussi par introversion. Les collaborations de YouTube, Instagram, vraiment de tous les réseaux qu'ils soient en fait, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup t'aider à te montrer en fait à une autre audience qui soit complémentaire effectivement avec la personne qui t'invite. Je t'explique mon cas. En avril 2020, je me fais repérer par un youtubeur espagnol assez connu qui enseigne l'espagnol en ligne et qui vend des formations. Son nom c'est Espagnol con Juan, peut-être que tu le connais si tu apprends l'espagnol. On fait une vidéo ensemble, elle explose littéralement. À ce jour, je crois qu'elle est à plus de 230 000 vues, quelque chose comme ça. Et ça me rapporte énormément d'élèves que j'ai encore aujourd'hui, 4 ans après. Donc voilà, fidélisation, on en est encore là. J'ai été très honorée que Juan me demande de filmer une vidéo avec lui sur le fait d'enseigner une langue qui n'est pas notre langue maternelle, donc l'espagnol dans mon cas. Et je pensais absolument pas que cette vidéo, elle m'apporterait autant de chiffre d'affaires. Je peux te dire que ce simple contenu, vraiment juste 1 heure de mon temps, m'a apporté des dizaines de milliers d'euros. Et c'est pas des blagues, vraiment. Ce que je dois en tirer, on en revient un petit peu au point numéro 1, c'est que d'avoir une audience dès le début peut énormément t'aider. Ça peut, te mettre vraiment en avant et te permettre d'être en collaboration avec des gens très intéressants. Donc vraiment, si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas rester dans ton coin et de, pourquoi pas, aller à la recherche et aller en contact avec les personnes qui peuvent être complémentaires pour toi. J'ai aussi eu d'autres collaborations, je vais pas en parler aujourd'hui parce que sinon je vais m'éterniser, mais j'ai aussi eu d'autres collaborations avec des youtubeurs hyper intéressants qui étaient très complémentaires à mon audience, qui m'ont aussi rapporté pas mal de travail, mais je dois dire que la collaboration avec Juan a été pour moi la plus intéressante en tout cas. Le 6e et dernier point, parce que sinon on en a pour 35 000 ans, ce serait de faire grandir ton équipe, parce que moi-même, à la rentrée 2020, donc en septembre 2020, et aussi grâce à cette collaboration avec Juan, je voyais en fait que je pouvais plus du tout accepter de cours particuliers d'espagnol. Ce que j'ai fait en fait à ce moment-là, c'est que je me suis posé la question, ok, est-ce que je refuse ces personnes-là ou est-ce que je prends des décisions? Et en fait, moi, ça me semblait vraiment lunaire de refuser parce que je me disais, c'est vraiment très bête de dire au revoir à cet argent. Je suis en train de créer une entreprise, donc allons-y all-in, tu vois. Et à ce moment-là, je décide de déléguer. Je précise que j'étais en Espagne à ce moment-là, que le système d'auto-entrepreneur là-bas permet de déléguer très facilement parce qu'on peut déduire ses charges, chose qui n'est pas possible aujourd'hui en avril 2024 pour les auto-entrepreneurs en France, donc c'est très malheureux. Je recrute donc une première prof qui travaille encore à l'heure actuelle pour moi, pour Bonjour BCN. Je lui donne tous mes nouveaux élèves, je lui délègue tous mes nouveaux élèves et petit à petit lui délègue aussi certains cours en groupe et les ateliers. Pour pouvoir me consacrer à mon nouveau projet à ce moment-là, c'est le coaching pour les profs qui veulent devenir indépendants. Et ça, tu vois, c'était à la rentrée 2020, donc j'en ai fait du chemin. Question, comment j'ai su que je voulais déléguer? En fait, ça a été plutôt naturel pour moi. Je me rendais compte que je perdais de l'argent à refuser autant d'élèves. Et en plus, j'avais besoin de me dégager du temps pour me consacrer à cette nouvelle activité de coaching. Donc, en fait, ça a été très naturel pour moi de me dire, en fait, j'ai besoin d'agrandir mon équipe, quoi. C'est tout simple. Je sais qu'il y a beaucoup de profs qui refusent des cours parce qu'ils n'ont plus de place, mais selon moi, c'est vraiment dommage. Il y a vraiment des choses à voir à ce niveau-là. Même en France où, si tu as un statut d'auto-entrepreneur, tu ne peux pas déléguer, tu ne peux pas déduire tes charges. Il y a d'autres façons de faire aussi. Et dans mon programme, l'école des profs, il y a des profs qui délèguent, il y a des profs qui arrivent et qui sont en France.
Parce qu'en fait, moi, mon conseil, c'est toujours quand tu arrives à peu près à 80% de ta capacité en termes d'agenda, c'est vraiment le moment de se poser des questions au niveau délégation. Pendant l'année 2020-2021, je reçois beaucoup de demandes aussi de cours de français et donc je décide à ce moment-là d'embaucher une nouvelle prof qui prend les cours particuliers, elle aussi, de français. On tente même de lancer des cours particuliers, des ateliers de conversation en français, mais ça ne prend pas parce que j'avais peut-être pas l'audience pour. Donc voilà, ça tu vois une erreur qu'on a faite, mais qu'on a rectifiée ensuite par la suite. Donc pour résumer, voilà les 6 choses qui ont fait que j'ai réussi en tant que prof indépendante et que j'ai réussi à créer mon entreprise de cours en ligne. Pour résumer, le premier point, c'était créer du lien avec une audience. Le deuxième point, envoyer des newsletters dès le début pour promouvoir mes ateliers et mes groupes hebdomadaires et ne pas me cantonner qu'à la création de contenu. Le troisième point, ne pas perdre de vue mes objectifs et toujours rester focus malgré les difficultés. Le quatrième point, savoir fidéliser mes élèves et toujours faire attention à la qualité de mes cours et aussi à leur satisfaction, parce que c'est quand même la chose la plus importante. Le cinquième point, c'est avoir accepté des collaborations et aller en contact aux personnes qui sont intéressantes pour mon business. Et le sixième point, ça a été de faire grandir mon équipe pour pouvoir, moi, me concentrer sur d'autres choses, mais aussi faire grandir mon chiffre d'affaires annuel. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'aura plu et t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!